Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de prendre de la hauteur avec un habitué du micro, Paul-Émile Saab. Salut Paul-Émile. Bonjour Florent, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, Paul-Émile revient pour la deuxième fois sur On n'a jamais fait comme ça. C'est pas très courant chez moi. J'ai peu d'épisodes avec un invité qui vient deux fois. J'ai interviewé Paul-Émile le 11 juillet dernier. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cet épisode, je mettrai un lien qui vous présentera, où Paul-Émile se présente, explique effectivement United Heroes, leurs convictions, leur partage. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler forcément que de ça. On va parler d'United Heroes, mais on va parler d'autre chose. En tout cas, Paul-Émile, tu es aujourd'hui toujours le CEO de United Heroes. Tu es un leader digital au parcours international. Tu as travaillé pas mal, je me rappelle, au Brésil, à Londres. Et tu as fait du bouger ensemble ton moteur pour transformer l'engagement collaborateur. Mais effectivement, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous partager un véritable électrochoc. Ton baromètre RH 2026 réalisé avec OpinionWay, et ton constat est sans appel. L'entreprise Continent a vécu, place à l'entreprise Archipel. Un véritable sujet, parce que quand j'ai lu ce baromètre, j'ai été marqué par quelques chiffres. Et le premier chiffre, c'est que 17% des salariés voient encore leur organisation comme un bloc uni. Certains managers sont même réduits à bricoler pour maintenir un semblant de lien. On va donc parler ensemble fragmentation, tribalisation du travail, mais surtout aujourd'hui solutions concrètes pour reconstruire des ponts solidaires entre nos équipes. En tout cas, Paul-Émile, je suis ravi de t'accueillir à nouveau. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit feedback depuis notre interview du 11 juillet dernier ? Ça remonte maintenant à un peu moins d'un an. Et qu'est-ce qui a radicalement changé dans ta vision d'une entreprise en 2026 ? Merci Florent, ravi d'être de retour à ton micro. Et effectivement, il s'en est passé des choses depuis le mois de juillet 2025. Je pense que, comme tous et toutes qui nous écoutent, on a eu une année 2025 intense et agitée et certainement pas reposante. Et ça, c'est pareil pour United Heroes. Et donc, qu'est-ce qui a radicalement changé ? Alors, le mot est peut-être un peu fort. Dans ta vision, en tout cas. Non, mais en tout cas, moi, une année difficile comme l'année 2025, d'un point de vue de l'activité, d'un point de vue finalement aussi de la bande passante de nos interlocuteurs RH et des entreprises avec lesquelles on travaille. Qui étaient eux-mêmes très challengés. Très challengés, et donc toujours compliqué de trouver cette attention, de faire surnager les sujets avec lesquels on essaie, nous, d'engager cette attention de nos interlocuteurs. Ce qui a été intéressant sur cette année 2025, c'est que finalement, à l'échelle même de mon entreprise, de United Heroes, ce fameux collectif, ces équipes, la résilience des équipes, l'adhésion au projet et le fait que les équipes ont continué à être convaincues du bien fondé, de la raison d'être de l'entreprise et de sa mission, ça a été un vrai facteur de solidité, de continuer finalement dans ce contexte difficile à travailler, à améliorer notre produit, à améliorer nos offres, à améliorer le service qu'on donne à nos clients. Et donc pour moi, très
très confortant finalement de sortir de cette année difficile, mais avec une équipe qui a montré qu'elle était là, avec des clients aussi qui nous sont fidèles, avec lesquels on continue à travailler main dans la main pour faire que United Heroes chez eux fasse bouger le curseur de l'engagement collaborateur dans le bon sens. Voilà, donc une année compliquée après des années qui avaient été plus porteuses d'un point de vue business et qui permet aussi de voir que l'équipe est là, est bien là et qu'on continue à bien travailler avec un cap qui est clair. Donc plutôt réconfortant à ce niveau-là. Non, très, très, très clair. Alors, on va parler de ce baromètre United Heroes fait en collaboration avec OpinionWay, qui est quand même une entreprise extrêmement sérieuse. C'est votre premier baromètre ? Non, ça fait bientôt maintenant 4 ans qu'on travaille en début d'année sur une étude ou un baromètre. On l'a la première année fait tout seul. Avec des vraies convictions que le faire tout seul, c'était aussi d'un point de vue acculturation des équipes, mettre la main à la pâte, ça avait une valeur, mais aussi évidemment un temps fou et je veux bien croire, ouais. et des compétences qu'on n'avait pas toujours. Et donc depuis 3 ans, on travaille avec OpinionWay. Ouais. On a pu travailler sur des angles un petit peu différents et cette année vraiment cette volonté de mettre le curseur du baromètre sur le sujet du collectif en entreprise et sa fragmentation dans un contexte finalement sociétal au sens large, de fragmentation, de polarisation. Ça nous paraissait important de faire un focus, un deep dive sur ce sujet, mais au sein de l'entreprise. En quoi ce qui se passe en dehors, finalement, vient impacter ce ressenti en entreprise, mais en quoi aussi cette fragmentation, quelles conséquences elle a sur la performance, sur la rétention des talents, sur le modèle plus largement de l'entreprise. Voilà, donc on s'est penché là-dessus. C'est clair. Et le premier chiffre, il y a beaucoup de chiffres, donc l'idée c'est pas de tous les passer, mais de zoomer sur un certain nombre. Celui que j'ai cité en intro que je trouvais fort, que seuls 17% des salariés voient leur entreprise comme un continent uni. Déjà, comment est-ce que tu peux le commenter ? Alors, est-ce que tu peux expliquer cette histoire de continent et d'îlots qui est intéressant, et toi, tu as votre vision effectivement de ce chiffre. Ouais, et juste avant de répondre à cette question, Florent, peut-être pour nos auditeurs, nos auditrices, oui, bien sûr. L'étude, elle a été réalisée en janvier, donc elle est vraiment récente. Elle sera dans le lien de l'épisode, vous l'avez dans évidemment, et je vous en dirai un peu plus, mais juste sur la méthodologie, donc il y a eu 1038 répondants français, donc on est sur un scope France, qui s'adresse, c'est OpinionWay, donc évidemment c'est un échantillon représentatif avec près de 80% de salariés du secteur privé, mais aussi 20% finalement du public ou d'agents de l'État, de la fonction hospitalière, etc. On a 45% de CSP+, 55% de CSP pas plus. Donc voilà, donc il y a, j'en dirais pas forcément trop de détails, mais de toute façon, vous avez tout dans le document. Tout sera dans l'étude. La question qui était posée sur cette notion que tu as mentionnée de continent uni, elle était un petit peu aidée par des réponses, et j'avais trouvé d'ailleurs OpinionWay assez créatif puisqu'ils ont suggéré 5 réponses à une question qui était: si vous deviez dessiner la carte de vos entreprises aujourd'hui, à quoi ressemblerait-elle ? Et donc c'est intéressant, ça a presque un aspect un peu créatif et visuel. Et donc les 5 réponses qui étaient proposées, c'était un continent uni, un archipel d'îles reliées par des ponts, des îles isolées dans le brouillard, un puzzle dont il manque des pièces et un mirage. Et là, je cite juste les titres, mais chacune de ces suggestions avait un sous-titre. Donc, par exemple, un continent uni, le sous-titre, c'était « Tout le monde partage la même culture ». Un archipel d'îles reliés par des ponts, des collectifs différents, mais qui coopèrent bien. Donc, donc je te les fais pas les 5, mais en tout cas, c'était des questions pointées. Et donc, effectivement, 17% seulement des répondants et des répondantes disent qu'aujourd'hui, s'ils devaient dessiner la carte de l'entreprise, ils dessineraient un continent uni. Et 44% dessineraient un archipel d'îles, mais reliés par des ponts qui, entre guillemets, fonctionnent bien. En creux, tu as le reste, 39% des répondants, c'est énorme, près de 40% des répondants, eux décrivent soit des îles isolées, soit un puzzle dont il manque des pièces, soit un mirage. Donc des perceptions assez négatives, finalement, de ce liant qui fait aujourd'hui, ou dont on pense qu'il devrait faire une cohésion d'entreprise. Donc c'est un chiffre qui interpelle, clairement, qui va en fonction des secteurs fluctuer. Par exemple, un secteur comme le BTP, qui a peut-être des entreprises plus fortes, traditionnelles. Le continent uni, c'est encore 35% sur le BTP. Donc 2 fois la moyenne. 2 fois la moyenne. Mais dans l'ensemble, effectivement, en tout cas,
quelque chose qui peut-être ressemble un peu à un deuil finalement, ce continent uni, cette entreprise paternaliste avec une culture très homogène et très forte, elle a vécu. Et aujourd'hui, pour 44% des répondants et dit de manière positive, l'entreprise, c'est d'abord un archipel d'îles plutôt bien relié par des ponts. Et donc la question devient, et l'étude va aller creuser ça, qu'est-ce qui fait qu'un archipel d'îles, ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait dans le rôle des managers? Qu'est-ce qui fait dans la communication? Qu'est-ce qui fait dans les initiatives qui sont prises? Que même si on a fait le deuil du continent uni, on peut parler finalement d'un collectif vertueux, performant, même dans ce contexte plutôt archipel. Et ça veut dire que certaines personnes, certains salariés sont quelquefois plus proches de leur équipe, de leurs collègues proches, que de l'entreprise elle-même, quoi, en fait. Tout à fait. Et effectivement, ça, c'est une des conséquences de cette notion d'archipel qui est forte. C'est qu'effectivement, quand on pose la question aux salariés répondant du sentiment d'appartenance et du niveau de sentiment d'appartenance, il est d'abord effectivement au niveau de l'équipe de travail direct. La question qui est posée, c'est de 1 à 10, combien vous notez votre sentiment d'appartenance à plusieurs niveaux. Et c'est 7,4 sur l'équipe de travail direct. Et c'est seulement 6,9, donc un demi-point de différence, sur l'entreprise dans sa globalité. Donc, intéressant aussi de voir une différence. Et l'étude va aussi d'ailleurs poser la question de manière presque un peu provocatrice sur si vous deviez choisir, si vous deviez sacrifier finalement l'un ou l'autre, votre équipe, votre unité de rattachement ou l'entreprise au sens large, on voit que c'est plutôt 69% des salariés qui diraient qu'ils souhaiteraient préserver leur équipe proche, quitte à ce que l'entreprise en pâtisse, versus 31% qui diraient qu'ils souhaiteraient préserver leur entreprise dans son ensemble, quitte à ce que leur équipe en pâtisse. Donc, et du coup, est-ce que pour toi, ça peut être c'est un danger, ça, pour la stratégie d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup de stratégie d'entreprise, on parle de culture d'entreprise, on ne parle pas de stratégie d'équipe ou de culture d'équipe. C'est à la fois un danger et une opportunité. Parce que finalement, on sait que ce niveau plus proche, plus humain, plus incarné, que ça soit via un manager, que ça soit via des collègues, c'est peut-être un niveau aussi plus efficient pour mobiliser le collaborateur, pour lui donner un rôle à jouer dans une stratégie d'entreprise. Donc voilà, je le vois plus comme une opportunité si c'est bien, évidemment, outillé, si c'est bien accompagné. Et l'étude en parle pas mal, et notamment le rôle du management et l'outillage du manager. C'est sûr que s'il n'existe pas, ça devient très compliqué parce qu'on se retrouve finalement avec un niveau équipe qui est dépenaillé, qui n'a plus finalement les moyens de jouer le rôle qu'on souhaite qu'il joue. Et là, Florent, et j'en profite aussi pour dire un mot sur l'étude. Donc, on vous mettra le lien, mais c'est non seulement une étude statistique avec ces 1000 répondants, mais dans le whitebook qu'on va publier à la mi-mars, il y aura aussi une douzaine de contributions expertes, donc des tribunes d'experts, qui viendront appuyer différents angles finalement de cette analyse. Et typiquement sur cet angle du sentiment d'appartenance de l'équipe, il y a une tribune très intéressante de Mathieu Fouquet de OnePoint qui lui parle justement de sentiments d'adhésion et de comment ces sentiments d'adhésion il est décentralisé et comment est-ce qu'on l'outille, c'est hyper intéressant. Il y a Julien Brezin de Great Place to Work qui parlera plus en détail du manager. Donc voilà, j'en tease deux, trois tribunes, mais on aura des éclairages experts sur certains des aspects de l'étude qui viendront ajouter, je pense, pour nos... Et qui sont accessibles de toute façon parce qu'à un moment diffusé, l'enquête sera sortie. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant parce que tu vois, on parle d'entreprise archipel. Moi, je me suis dit, ça peut être aussi une occasion d'avoir des organisations peut-être des fois plus agiles qu'une entreprise classiquement continent uni. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que du coup, ça permet d'augmenter l'agilité et de peut-être, dans un monde qui est fragile, où se projeter à 3, 6 mois, 1 an, ça devient de plus en plus difficile, d'avoir cette agilité est plutôt une force. En tout cas, moi, c'est ma conviction, mais je sais pas ce que tu en penses. Alors, sur le papier, oui. Je pense que quand on reparle finalement de ce niveau d'équipe, ce niveau plus incarné, plus humain, je pense qu'il est plus facile d'avoir aussi des mécaniques d'adhésion, des mécaniques de sens qui viennent jouer un rôle. La
contrepartie, c'est le temps. C'est les objectifs qui sont fixés à ces différentes entités, les ressources qui y sont allouées. Et donc l'agilité n'existe que si le modèle permet aussi finalement à ces entités d'avoir un pilotage, d'avoir une bande passante qui leur permet d'exercer l'agilité. Donc là, sur le papier, ça fonctionne. Dans la réalité, ça peut vite être compliqué. Et on le sait aujourd'hui, les entreprises, les dynamiques de réduction de coûts, de réduction d'effectifs, elles viennent finalement souvent empiéter pas mal de la marge de manœuvre pour la créativité, pour l'agilité, pour la prise d'initiative. Donc c'est pas gagné. Et là, le rôle du manager en tant que finalement représentant de l'entreprise devient clé. Mais le manager, il a aussi besoin lui-même d'avoir du temps. Il a besoin d'être outillé parce qu'on peut très vite aussi se retrouver à venir ajouter à sa charge mentale là où il aimerait peut-être être juste accompagné et outillé. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on rentre pas mal dans l'étude et qui montre la tension qui existe au niveau de ce rôle. Ouais, ce rôle-là, c'est là où ce que j'ai utilisé dans l'intro où je parlais de, j'ouvre les guillemets, bricolage des managers. Je crois que dans l'enquête, c'était 48% des managers qui avouent eux-mêmes des fois devoir bricoler pour contourner les règles afin de maintenir le lien. Ça me paraît énorme qu'un manager sur deux, on soit rendu là, quoi. Donc, alors, c'est effectivement toute entreprise confondue, tout secteur public, secteur privé, etc. Hein, tu l'as bien expliqué. Mais est-ce que le système RH actuel, du coup, il est peut-être devenu un frein? Comment comment vous expliquez ce chiffre qui est aussi important? Alors, effectivement, la question qui est posée dans l'étude sur finalement le rôle du manager, c'était, je me permets de la lire, pour maintenir le lien dans votre équipe, avez-vous le sentiment que votre manager doit souvent bricoler, voire aller à l'encontre des règles rigides de l'entreprise? Et effectivement, la réponse, c'est 37% des répondants qui ont ce sentiment-là. Ce qui est intéressant, c'est que... C'est 37% des salariés qui pensent que le manager, et les managers eux-mêmes, c'est 48% qui le pensent. C'est ça. Exactement. C'est ça que j'avais compris. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, les managers eux-mêmes, à 1 sur 2 disent, moi, je bricole. Alors, c'est fort. Ça veut dire qu'il y a 10 points de managers qui arrivent à bricoler, mais sans donner l'impression de bricoler. Ceux-là, il faut les récompenser. Hein. C'est les plus forts. Mais en vérité, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, aujourd'hui, on en revient finalement à quelle est la feuille de route du manager, quelle bande passante on lui donne, quel niveau d'outils on lui confie, parce que c'est bien beau qu'il y ait des outils dans l'entreprise, mais s'ils sont pilotés en centrale, je pense à des outils d'intranet, je pense à des outils, que ce soit des outils de communication ou d'engagement, et Unity Heroes en est un. Effectivement, s'ils restent pilotés uniquement en top-down, finalement, le manager, assez vite, va se retrouver sans le pouvoir, sans l'enablement et finalement sans la capacité d'avoir un rôle. Et ça se voit, le salarié le voit. Et ce qui est intéressant, et ça l'étude pose aussi la question, c'est finalement, il y a une question qui sert un peu de fourche dans l'étude sur à quel point votre direction, et là c'est la direction au sens large, vous semble préoccupée par les enjeux de collectif et de cohésion. Et on voit une différence énorme dans la manière dont les entreprises, les répondants qui disent ma direction est préoccupée et est engagée sur ces sujets ou ne l'est pas, sur beaucoup de choses. Il y a une différence énorme sur l'authenticité des initiatives qui sont prises. Donc, dans les entreprises dans lesquelles la direction est perçue comme engagée sur les sujets, l'authenticité et l'efficacité de ce qui est mis en place changent du simple au triple, voire au quadruple. Je crois que dans les entreprises dans lesquelles les salariés ont répondu que la direction était préoccupée par les enjeux de cohésion, 7% des répondants voient des initiatives, des rituels, des moments collectifs comme une perte de temps. Dans les entreprises où il y a une perception que la direction n'est pas du tout engagée, c'est perçu à 31% comme une perte de temps. Donc c'est x4. Okay. Et à l'inverse, des événements, des moments, des rituels mis en place dans les entreprises impliqués au niveau de la direction sur ces sujets, à 34%, les gens disent que ça leur redonne du sens et de l'énergie. C'est seulement 12% dans les entreprises où c'est pas le cas. Donc là, pareil, on voit aussi que l'impulsion qui est donnée au niveau de la hiérarchie change fondamentalement la manière dont les initiatives, qui sont prises de toute façon, mais sont perçues et leur impact. Et à ton avis, aujourd'hui, c'est quoi la première action concrète qu'un dirigeant, une dirigeante doit faire pour libérer quelque part ses managers ?
Quelle est la clé, peut-être la plus simple, je dis pas qu'elle est facile, mais la plus simple pour essayer effectivement d'aller vers ces chiffres, d'améliorer ces chiffres en tout cas. Alors l'étude touche un peu à ces sujets. Je pense que le premier sujet, la première clé, c'est la communication. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication top-down qui n'arrive pas finalement dans toutes les ramifications de l'entreprise. Et donc finalement, le rôle du manager en tant que relais, mais relais potentiellement avec un petit peu d'adaptation, un petit peu d'appropriation. Et pas juste perroquet, quoi. Et pas juste perroquet, je pense qu'il est fondamental. Parce que ça veut dire que le manager, on lui fait confiance aussi pour la manager, on lui fait confiance pour trouver les meilleurs canaux, les meilleurs ajustements sur le discours, les meilleurs... Et oui, parce que selon qu'on soit au siège, je sais pas, dans une sur usine, le terrain, dans un entrepôt, voilà, donc, ou des commerciaux qui sont sur la route, etc., c'est pas... Évidemment, et puis le contexte dans lequel l'information est reçue varie fortement aussi. Donc je pense que ça, c'est un basique, mais c'est un basique qui n'est pas toujours bien exécuté, parce que l'outil d'intranet ou de communication est très monolithique, parce que le manager ou la manager n'a pas le temps ou l'envie, peut-être parfois aussi, de se mêler du sujet. Aujourd'hui, je vois, moi, clairement, je vois des collaborateurs d'entreprise qui apprennent des choses de leur entreprise sur LinkedIn plus qu'en interne. Ils se disent, je suis la page LinkedIn de ma boîte parce que j'apprends des fois plus de trucs, où je retrouve plus des infos que sur l'intranet, où c'est noyé dans une quantité de données, quoi. Bien sûr, parce que on a tous le doigt sur l'appli LinkedIn beaucoup de notre temps. Alors je dis tous et toutes, mais pas forcément sur toutes les typologies de population, mais en tout cas c'est un outil du quotidien pour beaucoup de gens. L'intranet de l'entreprise, il n'est pas toujours utilisé, et notamment en fonction des typologies de métiers. Parfois, il est même pas accessible quand l'intranet il est uniquement web ou desktop, et ça existe encore beaucoup aujourd'hui. Et tout le monde n'a pas une adresse mail. Tout le monde n'a pas d'adresse. Tu vas dans l'industrie, c'est sûr. Un ordinateur personnel. Donc c'est sûr que ça amenuise l'impact de certains de ces canaux. Encore une fois, d'où l'importance de l'interprétation par le manager de la cascade des messages, et potentiellement un peu de liberté et d'autonomie qui lui serait donnée pour les outils qu'il utilise ou qu'elle utilise. On a parlé siège, et puis on a parlé terrain. Je vais revenir sur quelques éléments de monde qui vivent pas les mêmes réalités. Moi, il y a des chiffres qui m'ont surpris, pour le coup, avec peut-être des idées préconçues. J'en pense à deux, sur l'intergénérationnel et puis sur le télétravail. Je vais commencer par les générations. Et alors, moi, contre toute attente, les plus jeunes, alors c'est les 18-29 ans, je crois, les 18-30 ans, 18-29 ans dans l'enquête, sont plus positifs que les plus de 50 ans sur la cohésion dans l'entreprise, alors que très souvent ils ont mauvaise presse, on dit qu'ils sont désengagés, qu'ils veulent plus travailler. Enfin, je vous passe tous les clichés dans tous les sens. Mais écoute, ton enquête dit l'inverse. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, l'enquête creuse sur un certain nombre de lignes de fracture. T'en as mentionné quelques-unes. Et la ligne de fracture générationnelle, avec tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la Gen Z, est effectivement intéressante. Ce qui est certain, c'est qu'il semble, ce que l'étude nous dit, c'est que finalement le niveau de besoin social des 18-29 ans est bien plus important que celui des plus de 50 ans. C'est pas non plus délirant. Les plus de 50 ans vont souvent avoir un cadre familial, une vie peut-être en dehors du cadre professionnel plus accaparante, des parents à aider parce que c'est l'âge auquel ils arrivent, des enfants à gérer. Donc c'est pas complètement délirant, mais effectivement, quand on pose la question aux 18-29 ans de finalement... est-ce que la qualité du collectif impacte leur motivation et leur fidélité ? C'est 10 points de plus que les plus de 50 ans. Donc pour eux, ce qui se passe au niveau du collectif dans l'entreprise, ça a 10 points de plus de signification sur leur motivation. 84% disent que ça impacte leur motivation, seulement 77% des plus de 50 ans. 77% disent que la qualité du collectif en entreprise va impacter leur fidélité, donc la fidélité de la Gen Z qui est si décriée finalement. C'est 11 points de plus que pour les plus de 50 ans. Donc effectivement, ils seraient plus amènes, plus enclins à être retenus par un collectif fort, par un collectif qui s'exprime fortement, que des plus de 50 ans. De la même manière, sur la rémunération, il y a une question qui est posée. Seriez-vous prêt à renoncer à une infime partie de votre rémunération pour garantir un collectif, pour
équiper, donner des moyens à faire vivre le collectif. C'est 42% des 18-29 ans qui disent qu'ils seraient prêts à faire cette concession, contre seulement 24% des plus de 50 ans. Donc, effectivement, des choses qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on imagine, mais qui s'expliquent aussi par, je pense, un besoin social plus fort et finalement une vie qui se concentre peut-être davantage dans ce quotidien d'entreprise. Ouais, même si effectivement. En tout cas, dans l'humain, dans le relationnel. Oui, effectivement, le côté familial n'est pas le même en 18-29 ans que c'est une interprétation, après, ouais. effectivement. Ok, mais en tout cas, j'ai trouvé ce chiffre assez surprenant et en tout cas contre-intuitif par rapport à ce qu'on imagine. Ça parle télétravail aussi. D'ailleurs, vous avez renoncé au télétravail ou pas, vous? Chez Unity Heroes? Oh non, absolument pas. Non, nous, depuis... Il y a une petite mode là en ce moment de boîte. Il y a une petite mode, mais moi je suis assez convaincu que alors évidemment que notre complexité de gestion est bien moindre, hein. On est sur une typologie de salariés beaucoup plus homogène. Mais non, nous on est sur 2 jours de télétravail par semaine, plutôt flex, c'est-à-dire que c'est 8 jours par mois en fait que les collaborateurs peuvent utiliser comme bon leur semble. Et depuis le Covid, on est resté là-dessus. Aujourd'hui, on a un fonctionnement qui marche bien. Oui, c'est pas un sujet. On a de la confiance. Non, c'est pas un sujet. Et on a aussi des manières de faire vivre finalement l'ensemble et le collectif au bureau, mais aussi ailleurs, y compris avec notre propre solution United Heroes. Pour une fois, les cordonniers sont bien chaussés. Voilà, mais en tout cas, non, on a absolument pas envisagé de le remettre en cause. Évidemment, certains des clients avec qui on travaille, on suit leurs actus et on voit que c'est un sujet, donc on l'accompagne, mais à titre personnel de dirigeant, moi j'ai une conviction que le télétravail est une vraie avancée pour la qualité de vie des collaborateurs, notamment ceux qui ont une famille, ceux qui ont des commutes compliqués. Tu l'as dit en introduction, j'ai vécu beaucoup de temps à Londres et j'ai vu beaucoup de collègues faire 2 heures le matin, 2 heures le soir pour rejoindre le bureau, ce qui n'a aucun sens. Ouais. Donc non, moi je suis assez persuadé qu'aujourd'hui c'est un vrai acquis durable. Maintenant, je comprends aussi que il puisse y avoir des réactions, des ajustements. Je pense que quand ça se fait, c'est dans un dialogue social, j'espère équilibré, mais ces ajustements, je pense, permettront aux entreprises de trouver une calibration qui fonctionne, mais dans laquelle je pense pas que le télétravail est amené à disparaître intégralement. Non, je partage ce point de vue. Et du coup, dans l'enquête, le télétravail est un sujet abordé. Oui, de manière peut-être un peu plus mineure. Oui, plus mineure. Mais on dit juste avec l'étude montre que c'est juste une sorte de fracture parmi d'autres, mais pas tant que ça en fait. Ouais. Pas tant que ça. Ouais. D'ailleurs, on pose la question sur l'échantillon de répondants sur êtes-vous satisfait aujourd'hui de votre rythme de télétravail, et 76% le sont. Ouais, donc c'est plutôt. Et 24% ne le sont pas. 4% en aimeraient moins. C'est fort ça. Il y en a. Alors c'est peut-être des gens qui sont en full télétravail, qui aimeraient peut-être avoir un peu de collectif quand même. D'isolement, voilà, et 20% qui aimeraient plus. Ce qui est intéressant par contre sur la dimension télétravail, c'est qu'il y a l'étude, elle pose quand même la question de ce sentiment d'isolement. Oui. Et il y a une question qui est posée à un moment qui est: vous arrive-t-il de passer une journée entière de travail sans avoir eu une seule interaction humaine ou informelle, non liée strictement à une tâche opérationnelle, donc quelque chose qui vient finalement apporter un peu d'humain dans votre quotidien. Et il y a quand même 32% des répondants qui disent que c'est parfois ou souvent le cas. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup d'isolement. Ouais, ils sont cet isolement, comment est-ce qu'on le combat? Comment est-ce qu'on trouve des solutions? C'est intéressant parce que je l'ai pas mentionné en introduction, mais en parallèle de l'étude Opinionway qui a eu donc 1038 répondants, on a fait exactement la même étude sur notre population d'utilisateurs United Heroes. On a des centaines de milliers d'utilisateurs de United Heroes dans des centaines d'entreprises qui sont clientes. On a eu près de 3000 répondants, donc on a finalement un panel comparatif intéressant. Avec les mêmes questions. Avec les mêmes questions. Ah, okay. Et avec évidemment un biais de par le fait que les entreprises qui mettent en place United Heroes, les utilisateurs qui répondent, donc ça n'a pas la pureté méthodologique de l'étude Opinionway. Mais typiquement, cette question là, on l'a posée et chez nos utilisateurs de United Heroes, au lieu de 32% qui disaient qu'ils ressentent, qu'ils ont parfois ou souvent une journée entière de travail sans avoir une seule interaction humaine, ce 32% tombe à 20%. Donc il se passe quelque chose dans une communauté telle que United Heroes qui vient finalement mitiger, améliorer même, on va dire, ce sentiment d'isolement. Alors, si on a un peu des leviers d'action,
il y a un levier, le levier d'action numéro 1 de l'enquête, c'est la communication transparente. Je crois que c'est 69% des interviewés qui attendent ça. C'est quoi pour toi, une communication vraiment transparente aujourd'hui, en 2026? Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que c'était finalement déjà le premier aussi rôle du manager de relayer et de porter cette communication. Une communication transparente, et notamment là quand on parle de collectif, de cohésion, c'est pas forcément... Alors, je pense que, et on en a parlé avec Opinionway, je pense que le terme transparence, dans cette question, était un peu maladroit. Parce que je pense qu'il introduisait une notion qui est une notion à part, qui est très à la mode aussi. Oui. On parle de transparence sur la rémunération. Mais je pense pas que dans l'esprit de la question, c'était le sujet. La question, c'était qu'est-ce qui serait le plus efficace pour recréer du commun dans votre entreprise? Et donc, une communication plus transparente des dirigeants. Ce qu'on s'est dit avec Opinionway, c'est que ce qui était finalement sous-entendu, c'était plutôt une communication plus abondante, plus présente, parce que finalement, ce sujet du collectif, du commun, il n'est pas toujours présent dans la communication. Dans les communications d'entreprise, on va parler quoi de résultats, on va parler de politique RH, on va parler de RSE, enfin de choses importantes, mais adresser spécifiquement dans des communications dédiées le sujet du collectif, le sujet des rituels, le sujet de ce qui est mis en place potentiellement pour venir alimenter le commun, recréer du commun dans l'entreprise, c'était pas beaucoup le cas. Donc, je pense que le terme transparent ici était un peu maladroit. D'accord. Mea culpa de notre part et de celle d'Opinionway, mais je pense que c'était plus cette idée de dire on veut savoir ce qui se passe. Et là où il y a peut-être un angle de transparence intéressant, c'était dans les notions d'équité. Et on le voit, l'étude, elle touche aussi un petit peu à ces notions d'équité. On voit que dans des entreprises peu préoccupées et dont la direction est peu préoccupée par les sujets de cohésion, de collectif, il y a des perceptions d'inéquité qui sont très supérieures. On a beaucoup plus de doléances, de sentiments d'être moins bien traités que des collègues. C'est la nature qui va avoir du vide, parce que si on communique pas, les gens ils communiquent à la place de la direction. On va faire des a priori. Donc là, c'est le ragot de la machine à café qui se transforme. Je pense que le terme transparence ici voulait plutôt dire effectivement une communication abondante qui touche tout le monde et qui finalement évite ces sentiments d'inéquité ou de ressenti de choses qui sont cachées ou de choses qui sont seulement mises à disposition de certains. Et typiquement sur le collectif, effectivement, il peut très vite y avoir ce sentiment que d'accord, il y a tel autre département ou telle autre famille de l'entreprise, eux ils ont eu 2 séminaires, ils ont eu 3 team building, nous on n'a rien eu. Donc c'est ça qui peut venir aussi nourrir ces choses-là. Ouais, c'est les autres ont toujours plus ou mieux. Ouais. Ça c'est une partie intéressante de l'étude et c'est hyper intéressant de voir effectivement que tu l'avais dit en introduction, donc on a des répondants qui disent que l'entreprise, il la dessinerait comme un continent uni, comme un archipel d'îles, ou comme une série de dessins très, très, très fragmentés, un puzzle, un mirage, des îles isolées. Et on voit, par exemple, que quand on demande aux salariés de lister des sujets sur lesquels ils se sentent moins bien lotis que leurs collègues, sur le continent uni et sur l'archipel d'îles reliés par des ponts, ils donnent en moyenne 1,8 sujets sur lesquels ils se sentent moins bien lotis que leurs collègues. C'est 2,8, donc un sujet entier de plus dans les gens qui ont répondu qu'ils voyaient l'entreprise comme une fragmentation, une carte fragmentée. Et notamment des sujets comme la reconnaissance, comme les opportunités d'évolution, mais aussi la charge de travail, sont cités 15 à 20 points de réponse de plus dans des contextes d'entreprise fragmentés. Donc, quand on est dans une entreprise fragmentée, on a un sentiment beaucoup plus fort d'être moins bien loti en termes de reconnaissance, d'être moins bien loti en termes d'opportunité d'évolution, parce qu'on ne voit pas, parce qu'il y a un manque. Oui, parce qu'on imagine que chez les autres, c'est entre guillemets mieux, on différent. est dans le brouillard, finalement. On est dans le brouillard, tout à fait. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est quoi les solutions pour essayer de ressouder tout ça, d'avoir plus de ponts et puis est-ce qu'il faut aller vers l'entreprise unique, comme on le disait au départ? Est-ce que c'est la vraie vie aujourd'hui? Non, alors je pense que le continent uni n'existe pas et n'existe plus parce que aussi les sphères personnelles, l'individualisation, elle est forte aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi intéressant, je crois que Mathieu Fouquet aborde dans le guide, notamment le sujet de l'IA. Alors, on n'a pas
prononcer le mot IA depuis. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait, mais ça va venir individualiser beaucoup finalement l'approche des collaborateurs. Et donc finalement, pour moi, cet archipel, il faut le faire fonctionner, il faut admettre qu'il est en tant que tel, mais il faut que ce soit un archipel dans lequel effectivement on voit ce qui se passe de l'autre côté des ponts, que les ponts soient fluides, que les échanges d'idées, d'informations, que les collaborations se fassent de manière beaucoup plus souple. Et donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La communication, c'est une chose, mais des initiatives finalement, et encore une fois, ça peut être des choses aussi classiques que des outils type intranet ou réseaux sociaux d'entreprise, ça peut être des choses beaucoup plus incarnées, des événements du présentiel, ça peut être des solutions hybrides comme United Heroes qui vient finalement être un hybride entre un intranet, canal de communication, un réseau social avec de l'interaction, des échanges, mais aussi de la mise en mouvement, des dispositifs ludiques et gamifiés, et qui donnent leur place à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois un niveau entreprise pour certains types d'informations, pour certains types de communication, un niveau équipe, parce que finalement, il y a une partie de cette dynamique qui doit se faire au niveau de l'équipe, qui doit être ownée par l'équipe et adaptée à l'équipe et à son niveau de réceptivité, et au niveau des individus qui eux-mêmes finalement veulent avoir la main sur leur expérience en entreprise, veulent avoir potentiellement la capacité de créer une partie des expériences, et ça c'est hyper intéressant. L'entreprise, elle peut aussi ne pas avoir la volonté de tout décider et de tout mettre en place elle-même. Elle peut créer des budgets, confier ces budgets à des instances. Alors évidemment, on pense au CE, au CSE, mais à d'autres instances aussi. Il y a des groupes d'intérêt, il y a des... Donc toutes ces choses-là, à mon avis, sont assez finalement... il n'y a pas une solution unique, mais il y a une volonté et des budgets qui doivent être à minima en tout cas, et qui doivent être distribués de manière intelligente à plusieurs niveaux de l'entreprise pour que finalement la kyrielle d'initiatives se complète et vienne répondre à un certain nombre de besoins qui sont à des niveaux différents. En fait, est-ce que dans quelques années, on parlera plus de DRH ou de directeur ou directrice des ressources humaines, mais de fédérateur de communautés? Ce qui est sûr, c'est que les communautés dans l'entreprise, elles ont toujours existé et elles deviennent de plus en plus prégnantes. Ce qui est sûr, c'est que le rôle de la direction des ressources humaines ne peut pas ignorer cet état de fait. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent devenir des géos, ça veut dire qu'effectivement, ces communautés, comment elles peuvent avoir un rôle fédérateur, mais aussi un rôle de relais, et aussi un rôle de remontée. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est finalement que ça soit une manière aussi de capter des signaux et de les distiller de manière peut-être plus audible et lisible pour les DRH. C'est un vrai levier, je pense, de meilleure compréhension finalement de ce qui se passe au niveau du corps social. Ouais, et puis vous, ce que vous vivez avec United Heroes, c'est pas des communautés un peu de sportifs. Bien plus que ça finalement. Voilà, des gens qui vont courir, qui vont faire du padel ensemble, et qui dépendent de différents services et qui vont se retrouver, et ça va générer du lien dans l'entreprise. Et avec United Heroes, depuis maintenant quelques années, on s'éloigne du territoire purement sportif. Finalement, c'est des communautés d'intérêt. On va parler de chats et de chiens, on va parler de biodiversité, on va parler de dons de sang. Donc finalement, United Heroes, et tout à l'heure tu disais effectivement le fil rouge de ma carrière de bouger, de faire bouger, mais au-delà de faire bouger, c'est mettre en mouvement, et mettre en mouvement finalement souvent aussi dans des dynamiques de transformation, dans des dynamiques d'engagement y compris parfois solidaire. Donc effectivement, aujourd'hui, ces communautés pluridimensionnelles en entreprise, je pense qu'elles ont un vrai rôle à jouer, et elles créent un lien et de l'humain à des niveaux qui vont renforcer finalement la force du corps. Bon, si tu avais une baguette magique, tu pouvais changer une loi dans le code du travail français, le gros truc là, pour favoriser le collectif. Qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu trouves qu'il y a des fois, il y a des législations alors, qui sont dans le code du travail ou autres, qui sont des fois un peu lourdes et qui empêchent effectivement le collectif d'avancer comme il devrait avancer? Alors, une grande question que tu m'as pas fait préparer. Mais, non, bien sûr. Non, ça se passe pas trop. Non, alors, je pense que... S'il y a quelque chose que tu changerais, en fait, que tu pouvais changer, pardon. Je pense que le code du travail peut avoir certaines rigidités, au sens où parfois certaines initiatives mises en place, certains budgets doivent être
accessible à toutes et à tous. Ça part d'une très bonne intention. Bien sûr. Mais tu as parfois envie d'être un peu plus couture, d'être un peu plus capable finalement de mettre en place des choses adaptées à une communauté. Et ça veut pas dire que tu vas ne travailler et ne dédier des budgets qu'à cette communauté-là, mais ça veut dire que tu vas trouver une vraie capacité à travailler un sujet avec une typologie de tes collaborateurs d'une certaine manière et avoir envie de le tester et de proposer des choses équivalentes à d'autres. Et peut-être que là-dessus, il y a un peu trop de freins et de rigidité pour le faire, puisque finalement, tu dois faire des choses qui sont un peu plus accessibles, démocratiques et globales. Ouais, global. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et est-ce que l'entreprise de demain, celle qui va réussir, elle doit être plus petite pour rester humaine, ou est-ce qu'on peut être 20 000, 30 000, 50 000 collaborateurs dans un grand groupe et quand même rester soudés et avoir des bons résultats? Je pense qu'on peut. C'est pas une histoire de nombre. C'est pas une histoire de nombre, puisque finalement, effectivement, tu vas trouver dans des groupes de 20, 30, 40, 100 000 personnes des manières via des sous-entités, via des managers qui vont jouer ce rôle, via des relais, des ambassadeurs, des coordinateurs, des gens qui deviennent finalement des relais. Tu vas trouver des manières de créer des entités plus digestes. Donc je pense pas que ça soit la question. La question, ça va plutôt être la question effectivement de l'efficience du modèle, des relais que tu vas trouver et de comment ces relais se sentent elles-mêmes incentivés à jouer un rôle actif, à la fois pour leur intérêt propre, mais aussi pour l'intérêt de leur quotidien au travail. Bon, top. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés dans cette enquête? T'aurais aimé zoomer, ou est-ce que tu as le sentiment qu'on a fait le tour? Non, il y a 1000 sujets. Je pense que un des sujets qui est hyper intéressant qu'on n'a pas trop abordé, c'est le sujet finalement qu'on soupçonnait, mais qui est là et vraiment validé par l'impact, de l'impact d'un collectif qui fonctionne sur l'entreprise. Aujourd'hui, on a une question qui est très clairement posée dans l'étude, qui est pensez-vous que le manque de cohésion nuit à la performance globale de l'entreprise? Ouais. Et ça, 74% des répondants disent oui, le manque de cohésion nuit à la performance globale de l'entreprise. C'est impressionnant parce que aujourd'hui, ce sujet de la cohésion d'entreprise, on n'a pas le sentiment qu'il est souvent adressé de manière explicite. Toi et moi, on était à HR Tech au début du mois de février, fin janvier. Le sujet de la cohésion d'entreprise, le sujet du collectif en entreprise à HR Tech, il était inaudible. On avait très 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 peu d'entreprises, de solutions, de prise de parole. Il y avait plus de SIRH qu'autre chose. Et au final, 74% des répondants, des collaborateurs disent que ce sujet nuit à la performance globale de l'entreprise. De la même manière, sur la rétention, on a une statistique qui est assez effarante dans l'étude et que je vais essayer de retrouver. Mais je crois qu'il y a 55% des répondants qui disent... Alors, là, vous voyez pas, mais il est en train de tourner ses feuilles pour les minutes. Ça fait un peu froid dans le dos parce que j'essaie de la retrouver. Alors, pardon, je me suis enflammé. 21% des répondants disent à une question qui était si une entreprise concurrente vous proposait exactement le même poste avec le même salaire et les mêmes conditions de travail, qu'est-ce qui vous retiendrait de partir? 21% des répondants, rien ne me retiendrait de partir. 1 sur 5 quand même, c'est pas rien. 1 sur 5. Ouais. Et quand on regarde et qu'on met en perspective ceux qui avaient répondu mon entreprise, c'est un continent uni. Oui. Ils sont plus que 6% sur les 21. Ceux qui ont répondu mon entreprise est un archipel relié avec des ponts et uni, ils sont que 13%. Et ceux qui ont dit mon entreprise c'est des îles isolées, un puzzle, un mirage dans le brouillard, 38% de ces salariés disent rien ne me retiendrait. Donc l'impact finalement de ce sentiment d'appartenance à un collectif, à une entreprise qui finalement travaille ces sujets, il va du simple au sextuple en termes de désir potentiel, de dire qu'il n'y a rien qui les retient. C'est quand même donc assez... C'est intéressant. Donc une entreprise qui se plaindrait de son turnover, même si le turnover à zéro n'existe pas et n'est pas souhaitable non plus, mais qui a plutôt intérêt à aller travailler ce sujet. Ouais, à travailler ce sujet-là, quoi. Voilà. Et intuitivement, on n'y pense pas forcément, parce qu'on pense plutôt effectivement. Ouais, c'est la rémunération, c'est machin, les perspectives de carrière, et c'est des choses qui restent entièrement valables. Mais ce sujet finalement et d'ailleurs, pareil dans les choses positives pour nous. Je parlais tout à l'heure de la qualité du collectif dans votre entreprise influence-t-elle sur votre motivation ou sur votre fidélité? 83% sur la motivation, 74% sur la fidélité. Cette même question posée aux utilisateurs de United Heroes, c'est 91% et 83%. Donc on fait 9 points de plus sur ces deux réponses, ce qui montre bien aussi que c'est encore plus vrai quand on le vit et qu'on l'expérience au quotidien.
Ouais, dans les entreprises, enfin, ce 38% de gens qui diraient rien ne me retiendrait, c'est assez effrayant en fait. Bon, bah top. Top. Bah écoute, un grand merci pour tout ça. Tiens, dernière question, là, il y a 12 personnes qui sont interviewées dans cette enquête que vous pouvez lire, hein, qui sera dans le résumé. S'il y avait une des 12 que tu me conseillerais d'interviewer, tu me dirais qui? Interviewer tout le monde. Non, pas tout le monde. Non. Alors Julien, oui. Julien Brézin, okay. Oui, je te confirme. C'est un de mes premiers invités d'ailleurs. Ouais. Okay. Pas longtemps que je l'ai pas eu. Est-ce que tu as déjà interviewé Lionel Fournier de Harmonie Mutuelle? Non, alors j'ai petite histoire, c'est que j'étais chez Harmonie Mutuelle ce matin. J'étais au siège, mais j'ai interviewé 2 collaborateurs. Alors on a parlé, tiens, c'est hyper intéressant. D'accord. L'épisode va sortir, je sais pas s'il va sortir avant ou après toi, mais à peu près au même moment. Et on a parlé du lien entre la DSI et la direction des ressources humaines. D'accord. Comment ils travaillent ensemble. D'accord. Au sein d'Harmonie Mutuelle. Okay. Et tu vois, là, on parle de 2 communautés, la communauté RH, la communauté des ingénieurs ils ont 600 personnes, hein, 600 sur 6000 qui sont sur la partie tech, donc c'est pas rien, hein. On n'imagine pas qu'une mutuelle a autant de profils tech dans son organisation. Et on a parlé effectivement de comment ça s'est soudé pour que ça fonctionne. Lionel, c'est le directeur de l'impact et c'est vraiment... alors, Catherine Touvray l'incarne aussi en tant que directrice générale, mais Lionel, c'est Monsieur Éco-Santé. Et finalement, ce mouvement de l'éco-santé cher à Harmonie Mutuelle. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça vient joindre ces sujets dont on parle finalement, d'une santé, d'un bien-être individuel, mais aussi collective et aussi sociétale. Et Harmonie Mutuelle est un acteur assez exemplaire là-dessus. Après, peut-être des gens qui inspirent aussi tes auditeurs, notamment sur la fonction RH, Mathieu Fouquet, qui est le directeur des ressources humaines du groupe OnePoint, ça, c'est aussi DGA de OnePoint. Quelqu'un qui est très intéressant dans sa réflexion. OnePoint est un groupe qui s'est énormément développé ces dernières années et qui devient aujourd'hui un vrai mastodonte du conseil. Et voilà, ce qui est intéressant avec quelqu'un comme lui, c'est qu'au-delà de sa casquette RH au sein de son entreprise, c'est une boîte de conseil qui travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont soumises à beaucoup de transformations. Et donc, il a, je pense, une vision assez transverse de ces sujets, et notamment sur les sujets de performance. Et dans notre étude, il fait un focus vraiment sur l'adhésion et le sentiment d'adhésion, et combien ce sentiment d'adhésion est beaucoup plus puissant et recherché que le sentiment d'appartenance. Ouais. Un vrai sentiment actif et pas finalement passif. Donc c'est assez intéressant, je pense, de le creuser avec lui. Non, bah écoute, une bonne idée en tout cas. Un grand merci, Paul-Émile. Merci à toi. Ravi d'être de retour pour ton temps, d'avoir accepté ce deuxième échange. Et comme je vous le disais, je mettrai tous les liens vers cette enquête qui est extrêmement complète et les 12 interviews que vous avez réalisées. Voilà, à chacun d'aller creuser. Et puis si on veut te contacter, LinkedIn? Parfait. Ça fonctionne? J'essaie de répondre. T'essayes? Ouais. Je suis plutôt... Ça va, t'es pas trop envie de commerciaux qui veulent te vendre des trucs dont t'as pas besoin? Énormément, mais j'arrive encore à faire la différence normalement. Ça va. Ouais, ça marche. Merci Paul-Émile et puis à bientôt. À très bientôt, Florent. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!